Bonjour à tous. Je propose qu'on commence cette table ronde. Ici présent avec moi du coup Pierre-Marie Ganozzi, qui est adjoint à la mairie de Marseille, qui est également professeur d'histoire-géographie en collège. Nous avons aussi Adrien Petit, qui est secrétaire général de la MIC, la Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques. Aujourd'hui, nous allons parler des écoles, plus particulièrement du plan école à Marseille. C'est un focus. Donc je propose déjà en introduction, Pierre-Marie Ganozzi, que vous nous fassiez une petite introduction sur ce plan école particulier à Marseille. Merci à l'Ordre national des architectes pour l'invitation. Le plan école, il naît de quoi? Le plan école, il naît de deux choses. La première, c'est en 2016, c'est-à-dire il y a 10 ans. C'est le journal Libération qui titre sa une en disant « Les écoles de la ville de Marseille, la honte de la République ». Donc là, février 2016, c'est vraiment la prise de conscience que le bâti scolaire à Marseille, il est catastrophique. Deuxième chose pour ce plan école, c'est la venue du président de la République qui vient se rendre sur place et qui se rend compte qu'effectivement, l'état du bâti scolaire, il est catastrophique. Et donc, il y a une discussion entre le maire de Marseille, Benoît Payan, et le président de la République en disant une chose simple. Voilà, en termes d'aménagement du territoire, nous voulons mettre la priorité sur les enfants et donc sur les écoles et donc faire en sorte que pour que les petites Marseillaises et petits Marseillais se sentent de bons citoyens, ils ont besoin d'être dans des lieux sécures, dans des lieux beaux, dans des lieux où ils ont envie d'aller travailler. Et donc, ça part de là le plan école. Moi d'ailleurs, une petite incise, je suis adjoint au plan école et au bâti scolaire dès le mois de juillet 2020. Et à ma connaissance, je suis le seul adjoint de France à avoir dans sa délégation nominément comme ça écrit le bâti scolaire. Et donc nous, dès qu'on arrive, on injecte énormément d'argent pour justement essayer de rattraper le retard. Et grâce au plan école, et donc Marseille en grand, qui a été appelé comme ça, on va dire une année plus tard, eh bien c'est un plan sur 10 ans et de 1,5 milliard d'euros. Dans ces 1,5 milliard d'euros, il y a à la fois de la rénovation, j'ai envie de dire simple, de la rénovation du quotidien, et il y a également de la réhabilitation lourde, c'est-à-dire soit si on prend les exemples des écoles à structure GEP, c'est-à-dire les écoles à structure métallique, on vient désosser la totalité de cette école, on laisse que le squelette métallique, et après on vient mettre des composantes biosourcées pour l'amélioration du confort thermique ou du confort phonique. Et donc c'est comme ça qu'on agit, à la fois les travaux du quotidien et à la fois des travaux extrêmement lourds qui peuvent être soit de la construction neuve, soit de la réhabilitation extrêmement lourde. Au final, aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est 27 écoles neuves en 5 ans et demi qui ont été réalisées, qui ont été livrées, dans lesquelles les enfants font cours. Et au moment où on se parle, il y a des chantiers qui ont déjà démarré sur plusieurs écoles. Il y a des contrats qui vont être signés également dans les semaines à venir. Et au final, en 6 ans, c'est-à-dire sur le premier mandat, on sera en fait à 95 écoles qui auront été soit livrées, soit en travaux, soit signées en termes de contrats. Ce qui est absolument pharaonique, c'est jamais arrivé jusqu'à présent. Mais ça, on en est très fiers. C'est évidemment grâce... Vous êtes en avance sur mes questions. Ah oui, je suis en avance sur les questions. J'aurais plus rien à dire après. Donc c'est une volonté politique et c'est aussi une aide évidemment de l'État et avec les services de l'État avec qui on travaille en bonne intelligence qui nous a permis d'aller aussi vite. Je propose aussi, même si cette introduction a été légèrement agrandie, de faire un petit rappel sur la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977. L'architecture est d'intérêt public et la loi impose du coup aux maîtres d'ouvrage publics de garantir la qualité architecturale et donc dans ce cadre-là, le cadre de vie des enfants, des enseignants et des quartiers. L'école n'est pas un bâtiment technique, mais bien un bien commun. Donc, je vous propose du coup de démarrer ces échanges. Donc, je le disais tout à l'heure, Pierre-Marie Ganozzi, vous êtes également enseignant, professeur d'histoire géo et aussi commanditaire. Et vous, en tant que commanditaire et usager, comment avez-vous perçu ce plan école à Marseille ?
Le vrai défi, il était de mettre... D'abord, première chose qui paraît simple, mais c'est déjà de construire les écoles au bon endroit. Marseille est une des rares villes en France où la pression démographique reste importante. On sait qu'il y a beaucoup notamment Paris, où il y a beaucoup d'enfants en moins. À Marseille, non, on reste sur une stabilité démographique. Sauf que ce qu'on s'en rend compte, c'est que certains quartiers sont en train de perdre des habitants, alors que d'autres restent démographiquement très dynamiques. Et donc, c'était déjà mettre l'école au bon endroit. Deuxième défi, et à Marseille comme dans toutes les villes méditerranéennes, c'est de répondre au défi du réchauffement climatique. Or, beaucoup de nos écoles sont des fours dès le mois d'avril ou sont ouvertes aux 4 vents pendant les mois d'hiver. Donc vraiment, le réchauffement climatique, donc l'isolation thermique est quelque chose d'indispensable. Troisième chose importante, c'est faire en sorte que les enfants, il y ait un mieux-être au travail. Un enfant qui va à l'école la boule au ventre, ce n'est pas possible. Et donc, on travaille avec les directeurs d'école, avec l'éducation nationale, avec les parents d'élèves, parfois même avec les élèves qu'on fait travailler sur des ateliers, pour voir quel serait leur modèle d'école idéal, avec l'objectif, c'est que ils arrivent dans une belle école. Je vous ai montré tout à l'heure d'ailleurs une vidéo où il y a un toboggan à l'entrée de l'école. Et ça, c'est quelque chose qui est remonté jusqu'au ministère. Et ça, on en est très fiers d'avoir fait ça. Et enfin, dernier élément, vous avez parlé de l'école dans le quartier. Moi, j'aime à dire que l'école doit devenir la capitale de son quartier. Et donc faire en sorte qu'un grand nombre de salles ou d'éléments de l'école soient ouvertes en dehors du temps scolaire. Alors, c'est réservé évidemment au temps scolaire lorsqu'il y a école. En revanche, le gymnase doit être ouvert aux associations culturelles, aux associations sportives. Il doit y avoir des salles également qui peuvent être ouvertes pour assurer des cours, par exemple, pour des parents, qui peuvent être également ouvertes pour des associations de différents types. Et donc faire en sorte qu'à l'école, vraiment, il y ait une vraie vie du quartier qui soit permise grâce à cet équipement public. Et donc l'idée, c'est que ce n'est pas simplement faire une école pour une école, c'est faire d'une école un objet d'aménagement urbain. Et donc on pense la ville grâce à l'école. Merci. Avant de vous lancer sur... j'avais une question pour vous sur les procédures. J'aimerais qu'Adrien Petit, vous présentiez du coup l'AMIC et les travaux de l'AMIC pour introduire la question sur les procédures. Alors je vais vous faire une petite introduction sur l'AMIC. Alors je vais essayer de ne pas être long parce qu'on a un temps limité. Donc la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques, c'est une structure qui a été créée en 1977, donc avec la loi sur l'architecture que mentionnait Marie, justement pour accompagner le fait que l'architecture est d'utilité publique. Et donc elle se constitue d'équipes d'experts pluridisciplinaires, architectes, ingénieurs, juristes. C'est une structure d'observation, de réflexion, de veille, de conseil et de formation sur les processus de maîtrise d'ouvrage. Donc ce n'est pas seulement un côté juridique, c'est aussi toute une aide méthodologique en fait, pour les maîtres d'ouvrage publics. Et elle est en lien avec les différents acteurs de la filière, les institutionnels et puis les fédérations professionnelles, etc., dont le CNOA. Parmi les activités importantes, il y a une offre qu'on fait aux collectivités, c'est des architectes consultants pour leur consultation. Donc on peut envoyer des architectes consultants dans les concours en fait, ou dans toutes les procédures quand il y en a besoin. Alors certaines villes comme Marseille sont déjà très équipées, ont déjà beaucoup d'architectes, mais des plus petites communes qui sont moins équipées et qui ont moins de connaissances d'architectes, c'est vraiment très utile pour elles. Par ailleurs, on a un observatoire de la commande publique de maîtrise d'œuvre qui permet de référencer un peu l'état des lieux de la commande publique. Et puis on fait des livrets thématiques, des guides de bonnes pratiques, etc. Je vous invite à aller sur notre site pour tout ça. Pour ce qui est des architectes consultants, je voulais juste faire un point sur le scolaire. L'année dernière, donc, on a eu environ une centaine de missions d'architectes consultants dans les concours sur le territoire français. Il y a 12 missions, donc à peu près 12% sur des groupes scolaires, y compris les maternelles, et on est à peu près à 20% global sur des concours liés à l'enseignement. Voilà, et peut-être que je peux rappeler quelques chiffres que vous rappeliez tout à l'heure. Ça, c'est lié à notre observatoire de la commande publique. Donc aujourd'hui, on est sur une minorité de construction en scolaire. On est passé en dessous. En fait, on est à 2/3 globalement de réhabilitation pour 1/3 de construction. Et ensuite, vous avez sur la droite la répartition plus précise
Soit c'est de la réhabilitation, restructuration, grand entretien remplacement, rénovation énergétique, etc. Donc voilà, la construction neuve est là, il y a un peu des extensions, donc on considère que le neuf est en bleu ici. Voilà. Et puis vous dire aussi, puisqu'on fait le lien avec les procédures, la plupart des opérations qui sont liées au scolaire sont aujourd'hui passées en maîtrise d'œuvre, donc en direct. Il y a une petite partie qui est en marché globaux, donc c'est 10% à peu près. Sur la masse globale. Et puis, il y a une répartition aussi en réhabilitation, construction qui est à peu près la même. Ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que le concours est bien sûr très représenté dans le neuf, puisqu'en fait c'est une obligation en neuf globalement, à part quelques dérogations. Mais après, dans la réhabilitation, bien sûr, le concours est pas obligatoire. Donc on descend à moins de 20% de concours et d'autres types aussi, parce que les marchés sont souvent sur des montants inférieurs et donc se prêtent pas mal au marché à procédure adaptée. Pour les maîtres d'ouvrage, il y a 83% de communes qui font de l'éducation. Ça vient du fait que la compétence est devenue communale depuis la décentralisation des années 80 qui a immiscé aussi la loi MOP, etc. Merci beaucoup pour ces explications qui clarifient un peu tout ça. Du coup, Pierre-Marie Ganozzi, je vous fais revenir maintenant sur les procédures. Quelle procédure avez-vous mis en place pour assurer la qualité architecturale ? Alors, en fait, déjà, il y a deux commandeurs. Il y a la ville de Marseille en direct et il y a également la Société publique des écoles de Marseille qui a été créée et dans laquelle il y a l'État et la ville de Marseille. Donc, en ce qui concerne les procédures, donc en fait, la ville de Marseille, elle passe par la MOP systématiquement. La SPEM, la Société publique des écoles marseillaises, elle le passe, et donc on s'est engagé à le faire avec l'ordre des architectes. Alors c'était pas le cas au début, mais on est allé vers ça, à faire du 50-50. C'est-à-dire au début, on avait plutôt pensé par gain de temps pour aller vite et pour aller fort, c'était de dire sur les procédures avec la Société publique des écoles marseillaises, c'est de faire essentiellement des MGP. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'aller plus vite. Et il y a quand même un enjeu à Marseille, probablement plus qu'ailleurs, c'est de montrer que la décision politique, elle peut changer la vie des gens. Et donc on voulait montrer que oui, il y avait une amélioration sur les écoles. Donc c'est ce qu'on a fait, donc c'est pour ça qu'on est allé très vite et qu'on est parti sur du MGP. Nous avons entendu les professionnels du bâtiment, que ce soit architectes, artisans, les syndicats du second œuvre, etc. On a discuté en bonne intelligence et on a trouvé un terrain d'entente en disant la ville de Marseille, quand elle est en commande publique directe, ça ne change pas, on est sur de la MOP à 100%. En revanche, sur la SPEM, on va descendre ce qui était prévu et on va basculer à 50-50. C'est-à-dire que comme la SPEM a prévu 188 écoles, eh bien, il y en aura 94 qui seront en MGP, 94 qui seront en MOP. Et d'ailleurs, sur ce qu'on a lancé sur les premières vagues, c'est ce qu'on a fait. À chaque fois, on a fait du 50-50. En termes de qualité architecturale, nous, ce qu'on a demandé, quel que soit le type de marché, c'est de faire en sorte que la parole de l'architecte soit entendue, qu'il y ait une nécessité d'avoir une qualité architecturale, certes, mais surtout une qualité aussi d'organisation, de fonctionnement dans l'école. Et donc, de ce que nous, on peut en dire aujourd'hui sur les 27 écoles neuves qui ont été inaugurées depuis la rentrée, depuis 5 ans, c'est qu'en fait, elles sont toutes belles, nos écoles. Nos nouvelles écoles sont toutes belles. Moi, je vous invite, alors visuellement, à les regarder sur différents réseaux sociaux ou de venir visiter, pourquoi pas, je lance une invitation à l'Ordre national des architectes. On peut venir faire un petit tour de différentes écoles. C'est vos collègues, de toute façon, qui ont gagné les marchés. Donc, vous verrez ce que vos collègues sont capables de faire. Et il y a vraiment eu des choses incroyables, que ce soit en construction neuve, que ce soit en réhabilitation très lourde. Il y a notamment l'école que je vous ai montrée tout à l'heure en vidéo, une école, notamment l'école Toboggan. C'est une ancienne école GEP, donc vous voyez, les écoles GEP, c'est quand même, d'extérieur, c'est quand même assez moche, on peut le dire très tranquillement. Bien, quand vous voyez cette réhabilitation, c'est absolument bluffant. Et moi, une des fiertés que j'ai quand même, c'est de me dire, on part de 20 ans de retard sur les écoles marseillaises, on va arriver à 20 ans d'avance, et en plus, on va se retrouver avec des bâtiments qui sont beaux. C'était pas ça l'objectif de départ. L'objectif, c'était pas d'avoir l'écart d'argent ou d'avoir les plus belles écoles de France. Et bien, pour autant, on est en train d'y parvenir. Et ça, on pourrait dire, bon voilà, Ganozzi, il fait le fiero devant les caméras, tout ça, mais c'est quoi l'intérêt ?
c'est donner du sens d'abord à l'action publique, ce que je disais tout à l'heure, mais c'est aussi donner de la fierté aux habitants. Parce que qu'est-ce qu'ils disent les habitants? Eh bien, ils viennent nous voir et ils nous disent franchement, depuis qu'il y a cette nouvelle école, on se sent fier de notre quartier. Le quartier, il a changé parce que là où il y avait un point de deal, où il y avait le réseau de trafiquants qui était là, tout a été rasé, tout a été apaisé, il y a une école, il y a les enfants qui jouent, on a recréé de la vie. Et ça, pour nous, c'est vraiment une fierté importante, parce qu'à Marseille, certes, on part de loin, on a décidé d'investir énormément d'argent, en particulier dans les quartiers populaires, et c'est pour ça que nous, notre grande fierté, c'est faire en sorte que les gens redeviennent fiers de leur quartier, grâce à l'action publique et grâce aux équipements publics qui doivent permettre au quartier de changer. Alors, je voulais refaire une petite aparté sur le concours, parce qu'on en a parlé en aparté tout à l'heure. Le concours, finalement, qui permet de choisir un projet et pas une agence, et qui garantit l'intégrité de la commande publique. Dans ces contrats particuliers que vous avez passés, qui étaient hors concours, comment vous, en tant que maîtrise d'ouvrage public, vous avez réussi à mettre des garde-fous pour garantir la qualité architecturale? Ça m'intéresse. Alors, nous, quand on a fait un certain nombre de choix, d'abord c'était anonymé, avec préfecture et éducation nationale qui étaient là avec moi, donc il y avait un système de points qui étaient donnés en fonction de la qualité architecturale, en fonction du coût global, de la durée, des isolations, des consommations, etc. etc. Et il y avait également des points importants sur le fonctionnement de l'école. Et donc, il n'y a pas, sur la qualité architecturale, c'est un des éléments par rapport à d'autres, si vous voulez. Il n'y en a pas un qui prémet sur l'autre, et ça c'est notre choix à nous. Je ne vais pas dire où, mais peut-être que les locaux, les Marseillais sauront à quoi je fais référence, mais il y a d'autres collectivités qui mettaient 90% des points sur le prix et sur la durée. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en fait, vous pouvez complètement fausser l'appel d'offres en disant, ben voilà, on vous promet de faire les travaux en 14 mois pour un budget complètement ridicule, et puis en fait, ils étaient quasiment sûrs d'avoir le budget. Nous, on n'a pas décidé de faire ça. On a décidé de répartir au mieux les points pour faire en sorte que en fait, tous les types d'entreprises puissent remporter le marché. L'AMIC rappelle régulièrement les risques des marchés globaux sur la qualité architecturale. Vous, Adrien Petit, quelle analyse faites-vous des choix opérés par Marseille? Alors spécifiquement sur Marseille, je pourrais difficilement me prononcer parce que techniquement je ne suis pas allé vérifier les propos, mais j'espère. En tout cas, l'AMIC est très attentive à accompagner les différents types de procédures et différents types de marchés possibles en fait, pour arriver à nos fins. Le concours en est un, les marchés globaux en sont d'autres. Le sujet, c'est que le concours est le passage quasiment standard. L'obligation même légale, c'est le concours. Et ensuite, le marché global, c'est des dérogations. Donc en fait, il y a des dérogations qui sont possibles. Alors vérifier que les dérogations étaient justifiées, ça, je vais pas me tenter à ça. En tout cas, le sujet environnemental, souvent, est une dérogation qui est très entendable, surtout quand on essaye d'être en avance sur son temps, et ça je l'entends. Le sujet ensuite technique, etc., c'est plus compliqué à justifier. En tout cas, la question du concours versus marché global, ça dépend vraiment du projet. Le sujet du concours, ça peut être un peu compliqué à mettre en œuvre en réhabilitation, et d'ailleurs on le voit dans les réhabilitations, il y a assez peu de concours qui sont lancés. C'est pas juste parce qu'il n'y a pas l'obligation, c'est aussi parce que il y a un savoir-faire du concours qui n'est pas très orienté à réhabilitation. On n'a pas l'habitude, en fait les textes ont été écrits à l'époque où on faisait beaucoup de neuf et très peu de réhabilitation. Donc nous, on va s'efforcer en tout cas de mieux interpréter les textes, de faire œuvre de pédagogie pour pouvoir dire comment utiliser ce cadre qui est assez large en fait et qui permet beaucoup de choses dans le cadre de la réhabilitation. Et en tout cas, je rebondis sur l'invitation de M. Ganozzi. Moi, je suis vraiment très...
je désire vraiment voir ces opérations parce que l'AMIC, vous l'avez vu, on est aussi un observatoire de la commande publique d'architecture. Donc on est aussi là pour voir les bonnes pratiques, pouvoir comparer aussi les différents types de procédures, voir si effectivement les marchés globaux remplissent tous les critères que l'on nous vend largement, alors que les concours ont souvent prouvé qu'ils fonctionnaient très bien. C'est comme ça qu'a été pensé le plan école. Lorsque le président de la République et le maire de Marseille, Benoît Payan, se rencontrent, c'est pas simplement l'idée de dire on donne à Marseille un chèque en blanc et puis faites ce que vous voulez avec l'argent. Pas du tout. L'idée, c'était de faire en sorte qu'il y ait vraiment un laboratoire sur le bâti scolaire pour les écoles de Marseille et donc faire en sorte que là où on réussit, ça puisse être transposable dans d'autres communes et là où par contre on rate, eh bien on dit attention, là il faut pas le faire. Nous, il y a des trucs, alors je vous dirai pas quoi, mais il y a des trucs qu'on a ratés, qu'on ne refera pas. Et par contre, l'idée, c'est que toutes les municipalités qui veulent venir visiter nos écoles, elles puissent venir, notamment sur les questions de réhabilitation d'écoles GEP, des écoles à structure métallique, à Montpellier qui est venu visiter, voir comment on faisait, etc. Et donc l'idée, c'est que ce qu'on a réussi à faire puisse servir à d'autres communes, que ce soit en termes de marché public, mais surtout et aussi en termes de nouveaux matériaux qu'on installe dans les écoles, parce qu'on veut être innovant, on veut avoir 20 ans d'avance sur les pratiques, et donc on met en place un certain nombre de choses, notamment en termes de confort thermique pour l'été. Et d'ailleurs, il y a une des écoles qui a eu un prix régional sur la consommation d'énergie. Ben ça, vous voyez, on en est très fiers. La dernière école qu'on a inaugurée, c'était samedi dernier. Et donc l'architecte était là. C'était en loi MOP, je le dis. Je ne vais pas me lancer, parce que si je donne le nom d'un cabinet d'architecte, on va me dire oui, mais alors voilà, pourquoi vous le dites lui et pas les autres? Donc je ne dirai pas qui c'était, vous irez chercher. C'est l'école Joly-Manon en l'occurrence. Et donc il m'a expliqué en fait sa stratégie pour avoir une amélioration du confort thermique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en fait une double peau. Donc l'école, elle est en béton. Par-dessus, il est venu mettre un isolant et par-dessus l'isolant, il est venu mettre des briques. Et c'est une entreprise d'ailleurs du nord de la France qui est venue installer ces briques. Et il m'a dit en fait, ça permet à l'isolant de rester beaucoup plus longtemps, de durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Ben ça, j'ai trouvé que c'était vachement intéressant comme information. Et en termes de retour d'expérience, puisque l'école elle est ouverte depuis septembre, les enseignants que j'ai vus samedi dernier, ils m'ont dit, Monsieur Ganosi, au mois de septembre, il faisait 35 dehors. Dans l'école, on avait presque frais. Ça fonctionne, ça marche, bingo, c'est quelque chose qu'on peut reproduire. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant justement dans l'idée d'améliorer globalement le bâti scolaire. Je voulais juste rebondir sur le concours en lui-même, revenir un peu aux bases aussi. Qu'est-ce qui a créé le concours? Initialement, quand même, le concours, c'était la volonté de mettre de la transparence en fait, dans les procédures. Donc c'était à la fois apporter des personnes extérieures, des personnalités qualifiées, extérieures à la mairie, etc., des experts qui n'étaient pas liés en fait, au territoire et qui pouvaient choisir effectivement un projet et non pas une agence. C'était aussi le fait de bien acter la distinction entre l'architecte et l'entreprise. Et comme ça permettait de créer un équilibre entre le maître d'ouvrage, l'architecte et l'entreprise. Donc, aujourd'hui, avec le marché global, les choses sont un peu tordues, mais ce n'est pas parce que les choses sont différentes qu'on ne peut pas faire œuvre de bonnes pratiques. Et en fait, la difficulté avec les marchés globaux, c'est que ça ouvre la porte à des mauvaises pratiques, mais on peut aussi très bien faire des bonnes pratiques, verrouiller les choses, avoir des personnalités extérieures dans les jurys pour choisir les entreprises, avoir les bons critères, etc. La transparence, on peut l'amener, et c'est surtout la transparence, ça amène de l'acceptabilité populaire, et je crois que c'est ce qui est aujourd'hui montré par Monsieur Premier Adjoint. Monsieur l'adjoint, pardon. Pas encore premier. Pas encore. Merci beaucoup pour ce petit rappel sur le concours. Donc vous parliez d'architecte. Expliquez-nous à Marseille, sur ce plan école notamment, quelle a été votre relation avec les architectes? Est-ce que vous avez une anecdote particulière à nous raconter? Je veux plutôt que vous nous parliez du process que du résultat. Alors, là, comme ça, à froid, j'ai pas d'anecdote vraiment à vous donner, si ce n'est que systématiquement, quand je visite une école, avec les parents d'élèves, avec les enseignants,
quand il y a l'architecte qui vient expliquer ses choix, tout de suite, ça permet de mieux comprendre. Là, j'ai en tête c'était une rénovation d'école où en fait, il y avait des parents d'élèves qui n'étaient pas contents parce qu'il y avait il avait été fait le choix par l'architecte, qui était à mon avis un bon choix, de faire des couloirs extérieurs. Pas de couloirs à l'intérieur de l'école, mais des couloirs extérieurs. Et en fait, donc les parents d'élèves disaient, oui, mais vous comprenez, il fait très froid. Alors, bon, à Marseille, il fait très froid, pas tant que ça quand même. Mais bon, il fait très froid. Quand il pleut, ça va pas. Alors pareil, la pluie à Marseille, c'est pas non plus la caractéristique principale climatique. Mais bon, bref, pour l'instant. Et donc, effectivement, moi, j'avais pas réellement d'informations techniques à leur donner, si ce n'est que l'idée d'avoir des couloirs à l'intérieur, c'est peut-être pas forcément la meilleure des idées. Et en fait, l'architecte, donc ce que voulaient les parents d'élèves, en fait, c'était qu'on ferme tout. L'idée, c'était de dire, vous mettez des vitres absolument sur tous les couloirs, comme ça, c'est fermé, à l'abri de la pluie et à l'abri du froid. Et en fait, l'architecte était là, et très simplement, elle a expliqué pour quelles raisons elle avait fait ça, en termes de gain de place en particulier. Et deuxièmement, pourquoi c'était ouvert? Tout simplement pour une question de sécurité incendie. Il faut que la fumée, en cas d'incendie, puisse circuler, sinon ça fait comme une cocotte minute, et alors c'est pire que tout. Et là, les parents d'élèves qui étaient arrivés avec le couteau entre les dents, d'un coup, tout le monde s'est arrêté. Est-ce qu'il vaut mieux que les enfants aient un peu froid l'hiver, mais qu'ils soient en sécurité par rapport à l'incendie? Ça a calmé tout le monde. Voilà. Je dis ça comme ça, c'est juste une petite anecdote par rapport à ce que vous dites. Mais vraiment, à chaque fois que le parti pré-architectural est expliqué par un professionnel, ça passe vraiment beaucoup mieux. C'est mieux que si c'est moi qui l'explique, d'abord parce que je l'expliquerai forcément beaucoup moins bien qu'un architecte, et puis en plus parce qu'il a les compétences vraiment techniques pour expliquer le pourquoi du comment. Merci, c'est une très belle anecdote. Et en parlant du coup des parents d'élèves, comment vous avez mis en place, comment vous avez intégré les usagers à la conception? Expliquez-nous si, par exemple, dans les contrats, vous avez demandé des copiles, voilà. Alors oui, ça s'appelle pas copil, mais oui, c'est des réunions de concertation, effectivement. Alors ça, effectivement, c'est dans les contrats, que ce soit en MOP ou que ce soit en MGP, peu importe. Il y a effectivement la nécessité de réunir en réunion de concertation la totalité des acteurs de l'école, aussi bien les enseignants, directeurs d'école, parents d'élèves et agents de la ville de Marseille, pour venir discuter. Alors, au départ sur leur école idéale, voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, et puis après, travailler en commun pour voir sur quoi on peut aller. Alors bien évidemment, on pourra pas tout faire. Il y a notamment un cabinet d'architectes qui a proposé de faire travailler les enfants, et c'était une excellente idée. Et les enfants ont proposé d'avoir une piscine à l'intérieur de l'école, premier problème, et puis d'avoir surtout une grande tyrolienne, vous savez, qui tombe dans la piscine. Bon, alors ça, on leur a dit, c'est une idée absolument géniale. En termes de sécurité, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, l'idée, c'est intéressant comme idée. À mettre en pratique, c'est plus risqué. Donc l'idée, c'est vraiment de faire participer au mieux l'ensemble de la communauté éducative, d'écouter ce qu'ils ont à dire et d'avancer comme ça. Mais on part quand même de très loin à Marseille. Je pense notamment aux cours d'école, sur lequel il y a... Ah, vous allez me lancer là-dessus. Alors j'ai devancé. À Marseille, les cours d'école, c'est des parkings. Aujourd'hui, quasiment toutes les cours d'école, ce sont des parkings. Moi, j'ai eu la chance de faire, avec l'Éducation nationale, un voyage d'études il n'y a pas très longtemps au Danemark. Au Danemark, ils ont les écoles de la forêt. Et donc, vous avez des enfants qui pataugent dans la boue, et tout le monde trouve ça normal. À Marseille, un enfant qui patauge dans la boue, vous avez une manifestation, BFM Télé qui arrive, oh là là, qu'est-ce qui se passe à Marseille, ça ne va plus. Donc, on ne peut pas passer des cours parking aux écoles de la forêt en l'espace de 4 ans, c'est impossible. Il faut y aller par étapes. Donc, on désimperméabilise, on végétalise, on rajoute des jeux à l'intérieur des cours d'école, mais on y va progressivement. Pourquoi? Parce que sinon on braque tout le monde, et c'est pas ça ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment embarquer tout le monde, et on se rend compte qu'à chaque fois où on est arrivé à avoir de la vraie concertation et à prendre les personnes au fur et à mesure, étape par étape, eh bien, les changements que l'on fait dans les écoles, eh bien, elles sont plus acceptées. Parce que vraiment, ce qu'on fait dans les écoles, que ce soit à l'intérieur de la salle de classe ou en termes de protection aussi du bâtiment ou sur la cour d'école, c'est une vraie révolution que nous sommes en train de faire. Mais la révolution, il faut y aller progressivement parce que sinon, on a une moindre acceptabilité de la part du grand public. Adrien Petit, je vais peut-être vous laisser rebondir du coup sur ces derniers échanges sur les écoles.
notamment aussi sur le cadre. Si vous identifiez des leviers, là je parlais de copil, de contrat, est-ce que à l'AMIC vous travaillez sur ces sujets? En tout cas, il y a un autre. Avant de parler du cadre, ce qui nous intéresse à l'AMIC, c'est ce que je disais, c'est les processus de maîtrise d'ouvrage. Et les processus, en fait, ils sont très différents quand on fait de la réhabilitation, par exemple. Ils sont très différents quand on fait de la concertation. Et ça, c'est des sujets qui sont actuels et que l'AMIC doit s'emparer, dont l'AMIC doit s'emparer. Donc ça, on le sait, c'est nos prochains sujets. La réhabilitation, c'est le prochain sujet d'étude de l'AMIC. Par ailleurs, je pense qu'il y a des sujets thématiques. Les thématiques de la transition climatique, bien sûr, sur les écoles, de la transition démographique aussi, donc le changement de programme en fait sur les écoles. Alors la ville de Marseille a une démographie dynamique. Dans beaucoup d'autres territoires, il y a une démographie plutôt en baisse, avec une nécessité de s'ouvrir plus sur la ville aussi. Et donc de partager les écoles. Donc en fait des évolutions de programmes qui sont importantes à faire, donc des études à faire sur les usages, des études à faire pour savoir ce qu'il faut faire de ces mètres carrés. Et puis l'évolution pédagogique aussi qui fait ce qui a été rappelé tout à l'heure. Donc voilà, là-dessus sur le fond, en fait l'AMIC est aussi là pour pouvoir accompagner les collectivités qui ont besoin d'accompagnement sur toute cette ingénierie de préparation d'opérations et de suivi d'opérations. Ensuite, sur le cadre, effectivement, il y a plusieurs solutions qui s'ouvrent à l'énorme chantier qui est devant nous. En tout cas, toutes les solutions qui existent sont bonnes à prendre. Et l'important, c'est d'avoir des retours d'expérience intéressants et des retours d'expérience inspirants. Donc là-dessus, l'AMIC va aussi accompagner pour montrer ce qui est faisable dans le cadre actuel, sans forcément avoir à le modifier énormément. Et ensuite, sur le cadre qui existe, puisqu'en fait, je le rappelais, le cadre existe et il est assez large. En fait, on peut déjà faire énormément dans ce cadre avec des bonnes pratiques et des bonnes méthodologies. Avant tout, du coup, sans parler aujourd'hui de procédures, de concours, ce qu'il faut rappeler finalement, c'est que pour faire de la qualité architecturale, il faut une belle relation aussi pour moi, architecte-maître d'ouvrage. Là, on est sur le stand un maire, un architecte, et dans votre cas, j'imagine que c'était une école, un architecte, et du coup une vision aussi. Et pour demain, du coup, pour garantir cette qualité architecturale, est-ce que vous avez des pistes finalement pour améliorer les process, pour être efficace, mais garantir cette qualité architecturale? Je sais, Adrien, qu'on est sur des échanges ensemble, en tout cas en conception-réalisation. Et ce qui m'intéresse, parce que vous savez que j'ai des positions toujours un peu... je suis toujours un peu en retrait sur ces positions de conception-réalisation, mais j'entends aussi les besoins d'efficacité parce que finalement le climat n'attend pas. Et aujourd'hui, on fait face à une véritable urgence. Et on en est conscient aussi au Conseil national de l'Ordre des architectes. Et comment aujourd'hui concilier cette urgence avec ce besoin de temps long pour créer le projet et pour maturer le projet. Et ça, aujourd'hui, le contrat et le travail qu'on a, en tout cas avec vous, l'AMIC, est nécessaire et extrêmement important. En fait, le sujet des transitions dont je parlais, il y a aussi un besoin démocratique qui se fait plus fort. Et donc, il y a un sujet de réussir à intégrer, comme on le disait, dans des processus qui sont aujourd'hui parfois un peu rigides, des possibilités de résoudre certains sujets. Par exemple, dans le concours, on sait qu'aujourd'hui, il y a un problème de dialogue. On sait que choisir un projet uniquement sur le projet, parfois sur certains sujets, par exemple en réhabilitation, on aimerait bien pouvoir discuter un petit peu plus du sentiment des architectes sur le sujet avant qu'ils proposent un projet. Donc en fait, en phase candidature, on pourrait imaginer créer un certain dialogue. Ça, c'est une possibilité. Ensuite, dans le concours lui-même, toujours pour rester sur le concours, après que le meilleur projet ait été choisi, on peut créer donc il y a toujours la phase de candidature, la phase de projet, et après on peut aussi avoir un troisième jury, qui est un jury de questions-réponses, après on appelle ça le jury de dialogue,
qui est assez peu connu, mais sur lequel on peut discuter avec les architectes après le classement. Ça permet d'éclairer le classement d'un dialogue supplémentaire. Donc ça, c'est possible dans le concours, on peut le faire. Ensuite, sur ce qui est conception-réalisation, marchés globaux, la place de l'architecte, on l'a rappelé, est important. Il y a des sujets d'équilibre en fait, des forces entre l'entreprise et l'architecte. Et effectivement, le CNOA a porté une commission professionnelle, interprofessionnelle sur le sujet de la conception-réalisation à laquelle l'AMIC a participé. Et le sujet qui a été mis en avant, c'était comment réussir à faire porter un rôle supplémentaire en fait, qui était au-delà du rôle du maître d'œuvre, au-delà du rôle de l'entreprise. C'était le rôle en fait, de coordination des études, de coordination des travaux. Et en d'autres termes, réussir à mettre l'accent sur le moment études, à mettre l'accent sur le moment travaux et éventuellement laisser la porte ouverte à ce que l'entreprise ne soit pas en charge de l'ensemble sur toute la durée du marché. Donc là-dessus, on est en train avec le CNOA et avec tout le secteur, tous les acteurs de la construction, on est en train de travailler sur un modèle de contrat qui pourrait être utilisé, qui serait entre un CCAG travaux, un CCAG études, quelque chose qui serait un mix, qui serait utilisable dans le cadre des conceptions-réalisations. Alors, ce n'est pas les marchés globaux, hein, c'est les conceptions-réalisations. Et donc, le sujet, c'est de réussir à rendre plus sain les possibilités, tout en restant en fait dans le cadre légal. Là, on parle de contrat. Donc c'est pour ça que je disais le cadre est très large, mais là le contrat en lui-même c'est de faire des propositions de bonnes pratiques dans le cadre de ce qui existe en fait. Oui, alors effectivement, alors nous à Marseille il y a également des tours de discussion hein, qui ont été imposés, alors dans les MOP évidemment, mais également dans les MGP, ça c'est ce que nous avons imposé. Et du coup, on arrive à avoir des améliorations par rapport aux projets initiaux, et ça c'est très bien. Après, par-delà la signature de tel ou tel contrat, moi je crois beaucoup aussi à l'humain. Et je crois beaucoup aussi à l'intelligence collective. C'est-à-dire que nous, Ville de Marseille, nous avons dit très clairement, alors ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais ça a été dit dans les interviews, dans les dossiers de presse et également aux donneurs d'ordre, c'est que nous, ce que nous voulions, c'est que les écoles elles soient fonctionnelles et qu'en même temps, on arrive à créer du beau. Et l'idée, c'est pas faire en sorte qu'il y ait un architecte avec son fouet qui tape sur les entreprises, ou les entreprises qui ne veulent pas écouter l'architecte parce que l'architecte serait trop déconnecté de je ne sais quoi. L'idée, c'est que tout le monde travaille en bonne intelligence. La plupart du temps, ça s'est fait à Marseille, et parfois même, il y a eu ça s'est même encore mieux passé que ça. Petite anecdote sur un chantier d'école, alors je ne vous dirai pas laquelle parce que sinon encore on va me dire oui alors vous privilégiez, donc je ne dirai pas où. Il y a eu sur une école des barbecues organisés entre l'architecte, le constructeur, les enseignants, les parents d'élèves, et tous ensemble, un samedi après-midi, ils m'avaient invité, je ne peux plus y aller, mais bref, ils ont fait des barbecues, ils faisaient des réunions le soir pour travailler ensemble, et en fait, le chantier, qui est un chantier compliqué, hein, le chantier s'est très bien passé, la réception de l'école s'est fait formidablement bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des réserves ou autres, il y a eu des réserves, il y a une GPA de toute façon qu'on va arriver à purger, bien sûr, mais il n'y a pas eu de manifestation, il n'y a pas eu de journalistes arrivés en disant « Mon Dieu, regardez, c'est catastrophique ». Pas du tout. Les choses se sont faites en bonne intelligence. Et quand on arrive à travailler comme ça, eh bien moi, je crois que ce soit, quel que soit notre point de vue, c'est-à-dire que l'on soit à la fois constructeur ou architecte, ou que nous soyons membres de la communauté éducative, c'est-à-dire celui qui va recevoir l'école, eh bien on arrive à comprendre que nous sommes tous en fait dans le même bateau et que notre objectif il est commun. Notre objectif c'est les enfants et l'avenir des enfants. Et quand tout le monde arrive à comprendre ça, on arrive à faire des chantiers mieux construits, mieux acceptés par tous et au final mieux réceptionnés par tout le monde. Et moi je crois beaucoup en ça. Alors ça fait un peu cuit les bisounours, mais j'assume parfaitement mon côté bisounours et je crois que ce qu'on est en train de mettre en place à Marseille, alors la ville de Marseille avec bien évidemment l'ordre des architectes, la CAPEB, le CNSO, la fédération du BTP, etc. C'est quelque chose de, justement, on veut être innovant sur ces questions-là et faire en sorte que le monde du BTP réponde aux besoins des pouvoirs publics.
Merci beaucoup, messieurs. Je vous propose de conclure là-dessus. Sur ces belles paroles, effectivement, notre intérêt commun, c'est la qualité de vie, c'est la qualité d'usage, et l'architecture en fait partie. Ce que je propose, du coup, c'est de demander à notre assemblée s'il y a quelques questions. Je vais tendre mon micro. Merci. Pierre-Marie, merci d'être avec nous. On a initié un travail il y a un petit moment ensemble et je pense que c'était en fait au début de votre mandat. Donc on arrive aussi à un moment donné où dans votre vie politique à vous, on est à la fin d'un premier mandat. En tout cas, on verra ce qui se passe par la suite. Mais il reste quelques mois encore de travail. Et vous vous donnez beaucoup puisque j'ai vu les photos où vous expérimentiez vous-même le toboggan. Donc vous donnez de votre personne sur les projets que vous faites. J'avais plusieurs questions. C'est effectivement dans la vie d'un élu, il y a beaucoup de projets donc, qui se lancent et vous êtes arrivé à un moment donné de l'histoire de Marseille assez importante puisque ce chantier a été énorme et va être encore énorme puisqu'il y a encore beaucoup de travail à faire. La première question, qui est plutôt presque une question personnelle, c'est est-ce que vous imaginiez que l'architecture allait autant animer votre mandat et du coup quelle est cette relation que vous avez créée entre l'architecture et vous en tant que personne et élu dans ces 5 années qui se sont développées. Et la suite de cette question, c'est à travers tous ces projets d'architecture, qui est donc une discipline liée à la culture, à l'art, comment cette discipline fait évoluer Marseille, comment vous voyez Marseille 5 ans après que vous soyez justement arrivé en tant qu'élu, et comment vous imaginez aussi les perspectives, peut-être aussi à faire évoluer dans la méthodologie et dans la perception, la compréhension en tout cas que vous avez eue de votre mandat à travers cette question architecturale. La deuxième, c'est à la fois pour vous, mais aussi pour Adrien, c'est que Marseille est un chantier école, pas par les écoles, mais par l'ampleur du chantier qui a été lancé à travers ce projet. Et la question, c'est que justement, on a beaucoup discuté au début de votre mandat, au lancement de toutes ces actions, de cette répartition MOP, MGP, comment on s'organise, ceci, cela. Peut-être qu'il est temps aujourd'hui de faire une sorte de rétex d'une certaine manière, de voir aussi les avantages et les inconvénients de ces deux méthodologies contractuelles, de voir les points positifs et les points négatifs aussi de ces deux méthodologies. Est-ce que les délais, puisqu'on a beaucoup discuté de ça, est-ce que les délais pour le coup ont été suivis dans les deux cas? Est-ce que les budgets ont été suivis dans les deux cas? Est-ce que la question de la maintenance est finalement un des points sur lesquels vous arrivez à avoir une vision comme c'était entre guillemets proposé selon telle ou telle contractualisation? Mais aussi, est-ce que les critères de qualité, d'intégration urbaine ou d'appréciation des habitants sont aussi des choses qu'on pourrait faire ressortir? Et c'est un sujet du coup que je tire plutôt vers l'AMIC, de se dire comment est-ce qu'on en fait peut-être même un objet d'exposition sur lequel on travaillerait en tout cas ensemble, entre le conseil régional évidemment, le conseil national, puisque c'est une question qui pourrait faire chantier-école au niveau national, et de se dire qu'on pourrait avoir un vrai retour d'expérience et aussi trancher un peu ces sujets dont on a débattu il y a 5 ans, de la MOP, la MGP, la qualité de l'un et de l'autre. Voilà. Alors, je vais commencer par la deuxième question. Effectivement, faire un rétex, ça sera nécessaire et indispensable. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que toutes les écoles qui ont été livrées, donc les 27, elles sont toutes vraiment magnifiques. Je ne dis pas ça parce que je suis Marseillais, mais vraiment, moi, je tire un grand coup de chapeau évidemment aux architectes et également aux constructeurs, parce que de toutes celles qui sont sorties, vraiment, elles sont toutes magnifiques. Et d'ailleurs, avec monsieur le maire, avec différents adjoints, on a toutes nos petites préférences. Et d'ailleurs, on échange à chaque fois ensemble sur laquelle tu préfères, pourquoi, etc. etc. Donc, il y a une espèce d'émulation en plus sur cette question-là. Donc, évidemment, il va y avoir un rétex, vous avez raison. Alors sur l'entretien maintenant, c'est beaucoup trop tôt, parce que là, elle vient d'être livrée, on n'a pas du tout le recul. En termes de coûts, en termes de maîtrise de coûts, en termes de durée, on a eu tous les cas de figure. On a eu des MOP qui se sont cassés la figure, on a pris 1 an et demi de retard. On a eu une MGP, malheureusement, qui a fait couler beaucoup d'encre à Marseille, qui a coulé, ce que normalement, il n'aurait jamais dû arriver. Bon, bref. Mais ce qu'il faut bien que tout le monde comprenne, c'est que ce que nous faisons à Marseille, c'est unique. D'abord, une SPLAIN sur les écoles, il n'y en a qu'une seule en France. Il y en a 7 en tout en France, il y en a une seule sur les écoles. Donc c'est unique. Et donc on apprend également les choses en fonction de l'expérience. Et comme l'expérience, en fait, on ne l'a pas. On est là depuis 5 ans. Le plan école, il a été signé par le Premier ministre Jean Castex il y a presque 4 ans jour pour jour. 4 ans, c'était hier.
hein. Donc on va extrêmement vite sur ces sujets-là. Donc il y a des choses qu'on a faites qu'on ne refera plus, je ne vous dirai pas quoi, mais en tout cas on ne les refera plus. Il y a des choses où on sait qu'il faut qu'on s'améliore et on devra pouvoir s'améliorer. Donc on va le faire. Intuitivement, je dirais qu'il n'y en a pas un meilleur que l'autre, parce qu'on a eu, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, on a eu tous les cas de figure, des choses, voilà, il y a un chantier qui a été livré en avance 3 mois plus tôt, c'est un MGP. Il y a un chantier qui va être livré avec 3 ans de retard, c'est un MGP. Il y a des chantiers qui vont être livrés à l'heure, c'est des MOP. Des chantiers qui vont être livrés très en retard, c'est des MOP. Des chantiers qui auront dépassé, d'autres qui... Bon, voilà. Donc, ma petite intuition, c'est de dire, il faut arriver à avoir l'ensemble du parcours, l'ensemble des méthodes, et je pense qu'il n'y en a pas forcément une mieux que l'autre, sauf en fonction peut-être des projets. Et ça, et des lieux. Et ça, c'est peut-être ça sur lequel il faudra avoir une plus grande attention. Sur la question de l'architecture, alors, je n'ai pas découvert l'architecture quand même il y a 5 ans. Je m'intéresse à l'architecture depuis longtemps. Je suis professeur d'histoire-géographie et dans le cadre de la géographie, il y a notamment la création de la ville de demain. Et donc moi, avec mes élèves, je fais des travaux sur la ville de demain et depuis de nombreuses années. Et d'ailleurs, mes élèves alors c'est des élèves de 6e, donc ils ont 11 ans, 12 ans, ils arrivent à faire des trucs absolument incroyables sur la ville de demain. Je vous montrerai à l'occasion, si vous voulez. Enfin, nos enfants ont vraiment des idées absolument passionnantes. Donc l'architecture et l'urbanisme m'intéressent depuis toujours. J'ai des amis aussi qui sont architectes, urbanistes, etc. Donc c'est des choses qui me tiennent à cœur depuis longtemps. Et en plus, j'avais lutté il y a 8 ans maintenant contre le PPP des écoles de l'époque Jean-Claude Gaudin, donc le partenariat public-privé. Et dans ce cadre de cette lutte contre le PPP, donc j'avais été le créateur et l'animateur du collectif contre le PPP des écoles. J'avais été amené à rencontrer l'Ordre des architectes, le syndicat des architectes 13. Et donc on avait beaucoup discuté, et la maison d'architecture de Marseille. Et on avait été amené à beaucoup discuter. Et donc, si vous voulez, cette thématique de l'architecture et cette appréhension du métier de l'architecte, c'est quelque chose que j'ai depuis quand même de nombreuses années, sans vouloir, voilà. Mais voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps. Et par rapport à votre question, Marseille est quand même une ville qui est très marquée par l'architecture, que ce soit Pouillon, que ce soit Le Corbusier, etc. Mais j'ai envie de dire que en termes de modèle architectural, c'est devant nous. La ville de demain reste à construire. On est quand même sur une ville de Marseille qui est un peu une belle endormie depuis très longtemps. Alors dans les écoles, c'était plus qu'endormi, c'était en coma éthylique. Enfin éthylique, je ne sais pas s'il est éthylique, en coma c'est sûr. En termes d'urbanisation, on est sur une belle endormie. Et donc l'urbanisation de demain, elle va être à construire. À l'instant T, ce n'est pas forcément facile puisque c'est une compétence essentiellement quand même métropolitaine. Donc on a quand même du mal sur les transports, sur la voirie. C'est quand même des choses où on n'a pas toute la maîtrise. On verra ce que dans 6 mois on obtient ou on n'obtient pas. J'ai quand même beaucoup d'espoir qu'on puisse avoir un peu plus les coups des franges dans 6 mois. Mais en tout cas, sur les écoles, on y est arrivé. Je pense que l'appréhension des architectes a été très largement prise en compte. En revanche, sur la construction de la ville de demain, là, le chantier, il est très clairement devant nous. On a plein d'idées. Il y a eu d'ailleurs un concours, je pense que vous l'avez vu, hein, un concours lancé par... notamment François Lamy, mais sur l'ancien ministre de la Ville de François Hollande, sur penser la ville de demain avec des projets architecturaux et notamment évidemment M. Éric Méry, donc adjoint à l'urbanisme qui a piloté ça. Et vraiment les projets, enfin je ne sais pas si vous les avez vus, hein, je pense que... Ah bah écoutez, allez-y, il y a des projets, c'est ouf. Moi j'ai envie de vivre dans Marseille 2050, moi je vous le dis. Hein. J'ai envie d'être dans les écoles de Marseille 2025, mais j'ai encore plus envie de vivre dans le Marseille de 2050. En 2 mots, peut-être pour terminer, j'imagine qu'on est un peu serré. Peut-être rappeler que la MIC n'est pas uniquement sur les équipements publics, mais aussi sur l'aménagement du territoire, donc l'urbain, le paysage, etc. Et donc on accompagne aussi, on peut aussi vous accompagner sur la deuxième partie dont vous parliez, et dire que la MIC est placée auprès du ministère de la Culture. Donc pour revenir sur le sujet des rétex, de la possibilité de faire des expositions, etc. Donc on s'inscrit, et je viens d'arriver donc il y a à peu près 6 mois. Donc il y a un projet stratégique pour la MIC qui s'inscrit nécessairement dans la stratégie nationale pour l'architecture présentée par le ministère de la Culture. Donc aujourd'hui il y a des ateliers qui sont nationaux, qui mettent
qui mettent en réseau l'ensemble de l'écosystème de l'architecture. Et donc l'AMIC prend part à ces sujets. Alors ça va de la cité de l'architecture aux maisons de l'architecture, les CAUE, etc. Et donc effectivement, on sait que l'AMIC doit aussi être plus visible. L'AMIC est reconnue mais assez peu connue finalement. Il y a des activités de sensibilisation qu'il faut qu'on réussisse à faire, des retours d'expérience pour mettre en contact aussi les maîtrises d'ouvrage exemplaires. Et donc ça, on va s'y atteler dans le cadre de la SNA, mais aussi de notre nouveau projet stratégique. Mille merci messieurs et messieurs dames.